J'ai écouté ce matin l'émission de Finkielkraut, ce 1er juillet, sur la justice. Il parlait avec des magistrats, des gens qui enseignent à l'école de magistrature et qui étaient d'avis assez différents. Et 2 points m'ont intéressé. L'un, c'est que il paraît qu'un texte du syndicat de la magistrature qui s'intitule « Soyez partiaux », qui est issu de la mouvance mai 68, un peu gaucho, qui demande aux juges de favoriser toujours le pauvre contre le riche, la femme contre l'homme, l'immigré contre l'autochtone, etc., etc. Alors, c'est intéressant parce que ça veut dire que ces personnes, ces juges, savent où est le bien et indiquent le bien à leurs collègues pour qu'ils jugent dans ce sens, pour qu'ils ne perdent pas de vue que le but, c'est de réparer la société des injustices qui la traversent, notamment des inégalités. Un immigré est inégal par rapport à l'autochtone. Il devrait avoir les mêmes droits. Il est vrai qu'il ne serait plus du tout un immigré alors. Et de même, un pauvre devrait avoir les mêmes possibilités que le riche. Du coup, il n'y aurait pas de pauvres. Mais, et ça c'est le cas limite, ces juges préconisent que justement, comme il ne peut pas devenir soudain riche, il faut le favoriser. C'est un peu de la discrimination positive, mais dans le cas de la justice. Alors, d'ailleurs, ces temps-ci, je crois que beaucoup d'États américains récusent le maintien de la discrimination positive au nom du fait que c'est du racisme, au nom du fait que c'est pas constitutionnel parce que la Constitution exclut de statuer sur un individu en fonction de sa race. Alors, ça m'a rappelé en fait que dans la Bible, un texte que je pratique assez souvent et dont je suis en train de transcrire quelques analyses que j'en ai faites, quand il parle de justice, il dit « Justice, justice, tu poursuivras ». Il répète 2 fois le mot « justice » comme pour dire « D'accord, tu vas faire justice, mais vois plus loin, vois une justice qui soit plus profonde que simplement la justice limitée. » Et en même temps, il dit, dans le jugement, évidemment ne favorise pas le riche, mais ne favorise pas le pauvre. Il le dit en 3 mots, ne glorifie pas le pauvre dans son jugement. Ça veut dire que s'il a besoin d'une réparation, il y a droit, tu la lui donnes, mais pas en tant qu'il est pauvre, mais en tant qu'il a été, dans ce cas précis, spolié. Sinon, il n'y aurait pas d'acte de justice. Cet acte serait inutile. Il se présente contre le riche, il est pauvre, donc il a raison. L'affaire est pliée. Ce n'est plus de la justice, c'est de l'enregistrement. Et s'il a fauté, le pauvre, eh bien c'est de la loi qu'il a besoin et pas de tes bons sentiments. Alors bien sûr,
le texte du syndicat de la magistrature est un texte de militant et ça n'engage pas les fonctionnaires de la justice, mais ça leur donne quand même le ton. Et ça donne le ton d'une tendance qui semble assez importante. Une tendance d'ailleurs compréhensible. Quelle personne, quelle instance ayant un pouvoir ne va pas chercher à l'étendre au point, en l'occurrence, d'étendre la justice à l'ensemble des conditions sociales et de réparer à l'occasion de chaque procès limité les soubassements sociaux, le cadre social dans lequel il se situe. Et cette tendance, je l'ai observée. J'ai eu quelques magistrats en psychanalyse. Ils parlent rarement de leur métier, plutôt de leurs problèmes personnels, familiaux. Mais quand il leur arrivait d'en parler, ça me faisait frémir parce que je sentais qu'ils avaient des comptes à régler, qu'ils savaient où était le bien et qu'ils entendaient bien l'appliquer, l'inscrire, malgré les réticences, les résistances du tissu social ou des individus. Ça veut dire qu'au fond, ils appliquent une loi narcissique, c'est-à-dire une loi qui leur fait plaisir. Ils donnent une décision qui leur fait plaisir à eux, qui n'est pas forcément une décision de justice. Sauf s'ils se prennent pour la justice, sauf s'ils pensent incarner la justice, alors qu'ils incarnent la recherche de la justice, la quête d'une décision juste, un élément de cette quête. Et du coup, cette loi narcissique peut se collectiviser et ça donne une masse de juges qui décident en fonction de cette vision globale qui donc, à l'occasion d'un procès, rameute les autres inégalités, les autres passifs qu'il s'agit de juger. C'est une certaine mentalité de l'ameutement, une mentalité d'émeutiers qui font justice selon leur idée et non pas selon la loi, selon leurs sentiments et non pas selon la justice qui forcément va plus loin que les individus. Un autre point qui m'a intéressé, et paraît-il, il est inscrit dans la loi, ce qui me surprend beaucoup, c'est que l'intention d'un acte délictueux équivaudrait à l'acte lui-même. Là, c'est grave. Si c'est le cas, c'est terrible. Parce que ça confond la parole et l'acte. On entre dans le régime du performatif. Il suffit de penser pour formuler et de formuler pour que cela soit. Ça me fait penser aussi à la surenchère christique dans l'Évangile où il dit il est écrit ne convoite pas, mais la pensée même de la convoitise, il faut l'arracher de ta tête et il faut t'arracher l'œil qui convoite pour être dans la vérité. Car bien sûr, dans toutes ces confusions, on confond justice et vérité. Ce sont deux choses distinctes.
Et on les confond parce qu'on pense avoir trouvé la vérité, donc la justice. Donc on juge selon son idée. Or un jugement doit réparer l'injustice précise qui a provoqué ce procès, ce jugement. Dans la pièce de Shakespeare, Le Marchand de Venise, tout le joli monde tombe sur Shylock parce qu'il a pensé il a fait un contrat avec le marchand de Venise, le marchand chrétien, avec une clause étrange que s'il ne payait pas, il lui couperait une livre de chair côté cœur. Et du coup, on le juge comme s'il l'avait fait. Et pour comble, on veut bien lui pardonner s'il devient chrétien. Autrement dit, c'est bien d'une idéologie qu'il s'agit, c'est-à-dire d'un désir d'aligner le monde sur la vision qu'on en a, qui est forcément la meilleure. Et curieusement, ce même problème des juges se retrouve dans la crise israélienne entre la Cour suprême et le Parlement. Simplement, les deux parties ont fait preuve d'une impatience toute orientale. Le Parlement a voulu d'abord liquider la Cour suprême pour ensuite se mettre à légiférer. Et la Cour suprême a voulu d'abord bloquer le Parlement dans son projet au lieu de s'occuper des affaires urgentes, de sorte que tous les deux se retrouvent en suspens. Mais c'est le même enjeu. Les juges ne sont pas faits pour formater la société selon leur idée, mais pour juger, et en l'occurrence pour évaluer si une loi votée par le Parlement n'est pas aberrante. Et le Parlement n'est pas fait pour supprimer la Cour suprême, mais pour légiférer bien sûr pour son compte et pour maintenir à cette Cour une fonction de vigilance qui ne peut que lui être utile, qu'être utile au peuple. Apparemment, ils n'ont pas encore trouvé le passage.